Bonjour à tous, c'est David Barbion du blog jecontrôlemoncerveau.com. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Olivier Perrault. Olivier Perrault, c'est une personnalité du monde de l'hypnose francophone. Oui, vous avez bien entendu, hypnose. Et c'est à la fois un thérapeute, un formateur depuis de longues années et le président de l'association francophone de Nouvelle Hypnose. Et lors de cette interview, Olivier va vous expliquer ce qu'est véritablement l'hypnose et comment obtenir plus de contrôle sur son cerveau grâce à l'hypnose. Ça va être très intéressant et c'est maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon alors je suis content de t'interviewer aujourd'hui parce que justement l'hypnose c'est un moyen d'accéder à des ressources au niveau du cerveau. Et j'aimerais dans un premier temps, avant qu'on commence le début de l'interview, j'aimerais que tu puisses te présenter parce que tu le feras mieux que moi. Oui, très bien. Alors donc, je m'appelle Olivier Perrault, comme tu l'as dit, je suis psychologue clinicien. Et puis j'ai eu la chance pendant mes études qui remontent à il y a une vingtaine d'années de rencontrer Jean Godin. Oui. Et Jean Godin, lui, il était médecin et c'est à lui qu'on doit l'introduction de l'hypnose ericksonienne en France. Donc Jean a monté le premier institut Milton Erickson à Paris en 1982, ce qui veut dire que l'histoire de l'hypnose en France, c'est pas si vieux que ça, c'est même pas 40 ans. Et puis moi j'ai rencontré Jean en 92, il y a 25 ans au début de mes études. Et puis j'ai eu la chance de devenir son collaborateur. Il est décédé il y a 10 ans maintenant, un petit peu plus de 10 ans. Et donc 15 ans, ça fait 15 ans déjà. D'accord. Mais avant ça, tu avais été étudiant en psychologie, je crois. Ouais, en fait... Parce que tu es docteur en psychologie clinique. Je ne suis pas docteur parce que je n'ai pas fait le DEA, mais donc je suis psychologue clinicien, c'est un bac plus 5. D'accord. Et c'est pendant ces études que j'ai rencontré Jean Godin. Donc en fait j'ai fait en parallèle ma formation d'hypnose et mon parcours de psychologue classique, on va dire. D'accord. Et au départ, tu étais lors d'un stage, tu l'as rencontré lors d'un stage où tu as travaillé pour lui. Je crois qu'il y a une histoire comme ça où tu avais travaillé. C'est-à-dire que dans le cadre de mes études, on m'a demandé de faire un exposé sur l'hypnose. C'est ça. J'ai rencontré Jean pour cet exposé. Et il se trouve qu'il m'avait demandé, il n'avait pas de temps et tout ça, donc il m'a dit écoutez, venez me filer un coup de main pour un stage, et puis en échange, je répondrai à vos questions. Et ça s'est fait comme ça, et il se trouve qu'on s'est plus quitté ensuite. D'accord. Alors, tu es aussi président de l'association francophone de la Nouvelle Hypnose, tout à fait. La FNH, qui a été fondée, je crois, en 92 donc, par Jean Godin. Ouais. Et toi, à son décès en 2002, il me semble, tu as repris la suite. Tout à fait, c'est ça. Jean avait monté la FNH en 92 avec d'autres confrères. Et puis moi, je travaillais avec Jean Godin jusqu'à son décès en 2002. Puis à son décès, il m'a légué cette FNH, sachant que malheureusement, l'Institut Milton Erickson de Paris, qui était le plus vieil organisme, lui s'est arrêté. Parce que les amis qui l'ont repris n'ont pas su le faire vivre. Là où la FNH, au contraire, a grandi depuis. D'accord. Alors, je sais que tu es assez pointu sur les définitions. De par ta filiation de Jean Godin, je crois qu'il était un petit peu comme ça aussi. D'ailleurs, à chaque fois que tu en parles avec pas mal de tendresse de Jean Godin. Donc j'ai l'impression que tu es un peu son fils spirituel. En tout cas, je lui dois ma vie et ma carrière. Donc. Oui, c'est ça. Ouais. Et quelle est la définition pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissent... Enfin, l'hypnose commence à être connue, mais... beaucoup de gens ont encore une méconnaissance par rapport à ça. On le voit lorsqu'on en parle, les gens ont souvent peur de l'hypnose. Ils ont l'impression que alors certains y croient et certains n'y croient pas. On est rarement tiède par rapport à l'hypnose. Il y a toujours des avis assez tranchés. Et puis il y a beaucoup de gens pensent qu'on est endormi. Beaucoup de gens pensent qu'on perd le contrôle. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'hypnose pour que les gens comprennent bien ce que c'est? Je pense que vraiment ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe plusieurs formes d'hypnose et que l'hypnose qui fait peur aux gens, c'est l'hypnose qu'on revoit beaucoup aujourd'hui avec Mesmer, le Québécois qui fait des spectacles. Et que justement, l'hypnose qui fait peur, c'est l'hypnose de spectacle. C'est tout ce que tu décris. On a l'impression qu'on est endormi, qu'on perd le contrôle de soi-même, qu'on va pouvoir faire des choses ridicules sans s'empêcher de les faire, etc. Et il faut savoir que cette hypnose-là existe. Elle n'est pas truquée, mais elle marche avec très peu de monde. Et Mesmer, lui, va sélectionner son public parce que c'est une personne sur 10 maximum qui pourra être réceptive à ce point-là et faire ce genre de choses. Nous, en médecine et en psychologie, l'hypnose a beaucoup sa place à l'hôpital aujourd'hui. On ne peut pas se permettre d'avoir une technique qui marche avec moins de 10% des gens. Donc on a développé d'autres formes d'hypnose avec Erickson. On parle d'hypnose ericksonienne. Et Erickson a une forme d'hypnose dans laquelle
tu vas participer, vous allez participer en tant que patient, en tant que sujet. Vous avez un rôle actif. Et donc, cette hypnose, elle se fabrique à deux. C'est un travail d'équipe. Et moi, je suis juste prof d'hypnose. Comme une époque de notre vie, on a un prof d'auto-école qui nous apprend à conduire la voiture. D'accord. Mais finalement, première fois qu'on monte dans la voiture, on a déjà tout ce qu'il faut. Il faut 2 bras, 2 jambes, 2 yeux. On a tout ce qu'il faut. Il nous apprend à coordonner ça. Et un hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à partir dans cette hypnose. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur. D'accord. Ce que je voudrais rajouter, c'est l'expliquer comme j'explique à un patient. Finalement, on n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau, justement. Toute la partie consciente et volontaire qu'on a surentraînée à l'école. Et puis, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent au-dedans de nous. On n'a pas entraîné tout un tas de facultés qu'on peut développer, à l'image de quelqu'un qui devient aveugle un jour et qui va développer plein de capacités qu'il avait déjà en lui, mais qu'il n'a pas pris la peine de développer. Et donc, c'est utiliser notre inconscient, un inconscient positif. Avec Freud, on a l'impression que l'inconscient est un peu négatif. Là, avec Erickson, c'est un inconscient positif. Et 3 exemples rapides, on dit que la nuit porte conseil. Si je trouve des solutions pendant mon sommeil, c'est mon inconscient qui travaille. Ça veut dire que notre inconscient peut nous apporter des réponses, des solutions, comme dans la journée quand on cherche un prénom qu'on n'a plus. On dit, bon allez, laisse tomber, on va parler d'autre chose. Et pendant qu'on parle d'autre chose, la réponse vient. Et ça, c'est une différence fondamentale avec l'école, parce que toute notre vie, on nous a appris, si tu veux, tu peux. Alors que des fois, plus on veut, moins on peut. Dans le sport de haut niveau, par exemple, c'est la finale, je veux à tout prix gagner. Du coup, tellement je me mets la pression parce que je veux, je me bloque. Vouloir, c'est pas toujours pouvoir. Et des fois, il faut apprendre à lâcher prise. Et l'hypnose, c'est aussi ça. Apprendre à lâcher prise, à penser autrement, pour bénéficier des ressources de notre inconscient. Et ça peut aller très loin, comme par exemple le contrôle de la douleur. On sait bien que si je veux garder la main au-dessus d'un briquet, je ne vais pas tenir très longtemps. Mais que s'il y a un incendie dans l'immeuble et que pour sauver ma vie, il faut que je traverse 3 mètres de flamme, j'ai traversé 3 mètres de feu sans me poser de questions. Sauf que je ne sais pas comment je fais, et du coup chez le dentiste, j'ai un peu du mal à le refaire exprès. C'est pas ma volonté, c'est mon inconscient. Donc vraiment l'hypnose c'est ça, si je devais la définir, c'est faire bosser les ressources de votre inconscient. Et l'hypnose c'est juste un chemin, une attitude qui permet d'aller utiliser ces ressources. D'accord, c'est-à-dire que ce serait une technique qui permet de se contacter cette partie inconsciente de l'esprit, ce réservoir de ressources, pour trouver là un peu comme des super pouvoirs, des choses que l'on aurait en nous et qu'on ne saurait pas comment en connecter. Tout à fait. D'accord. Un petit peu de la même manière. Alors super pouvoir, c'est peut-être un mot qui pourrait faire croire que l'hypnose va faire de nous des surhommes ou je ne sais quoi. Mais tous, on aurait la capacité d'apprendre 5 langues, si on s'en donnait la peine. Jean-Paul II, il parlait 62 langues différentes. Alors il avait le temps, lui, de bosser ces 62 langues. Mais si on s'en donnait la peine, on serait tous capables d'apprendre 5 langues étrangères. C'est juste qu'on ne bosse pas. Alors du coup, ça remplit toute notre vie. Il y a plein de capacités comme ça. À nouveau, l'image de l'aveugle, qui est capable de lire des choses du braille avec le bout des doigts, etc. C'est pas un surhomme, l'aveugle. Mais il a développé des capacités que tant qu'on n'a pas besoin de les développer, on les laisse roupiller. On utilise 10% de notre cerveau, peut-être. Il y a un potentiel énorme. Et la plupart d'entre nous, on traverse notre vie sans avoir développé ce potentiel. Et l'hypnose, alors ça ne fait pas de nous des surhommes, c'est pas un super pouvoir. Mais c'est juste, on va développer une partie de ce potentiel. D'accord. Alors, tu parlais de l'hypnose de spectacle et de l'hypnose qu'on fait aussi à l'hôpital pour la gestion de la douleur, pour les opérations sous hypnoanalgésie, je crois. Il y a également l'hypnose que l'on fait en cabinet, avec les thérapeutes qui s'occupent de régler les problèmes des gens. Est-ce qu'on pourrait catégoriser ça comme ça en 3 types d'hypnose? L'hypnose de spectacle, l'hypnose qu'on fait en cabinet, l'hypnose qu'on fait à l'hôpital? Je dirais 2, parce que tu as vraiment l'hypnose de spectacle d'un côté, et puis après de l'hypnose thérapeutique, qu'on va utiliser soit sur le versant corporel à l'hôpital pour les hypnoanalgésiques, soit effectivement sur un versant plus psychologique dans un cabinet de psychologue. Mais là, c'est la même chose, qu'on travaille le corps ou l'esprit. C'est la même forme d'hypnose, c'est cette hypnose ericksonienne principalement. Oui, alors justement, dans un cabinet, quelles sont les demandes? Qu'est-ce que les gens viennent chercher avec l'hypnose? Quel type de problème ils veulent résoudre? Mais il y a beaucoup des questions de dépendance, par exemple autour du tabac, parce que ça marche bien, en une séance on peut arrêter de fumer. Donc il y a beaucoup de demandes sur le tabac, il y a beaucoup de demandes après sur tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, oser faire les choses davantage, des demandes sur les phobies, sur les angoisses du manière générale, après sur les dépressions bien sûr, et puis ça va être aussi de la psychosomatique, par exemple l'eczéma, le psoriasis. Les pathologies de stress. Des choses comme ça, toutes les pathologies de stress, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Sommeil, l'aide au régime, beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, etc. Et donc on pourrait dire que l'hypnose, ça serait une technique qui permettrait de trouver des solutions là où la conscience n'en a pas trouvé? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si la volonté a réglé le problème, tu ne vas pas les filer 80 € à un thérapeute. Mais quand tu n'as pas trouvé la solution par toi-même, effectivement, l'hypnose va te permettre de trouver la solution
Parce que l'idée, c'est que là où il y a le problème, il y a la solution. D'accord. D'accord. C'est une métaphore que j'aime bien, c'est si tu veux préparer un sérum anti-venin, il faut d'abord que tu attrapes la vipère, parce que le sérum anti-venin va se préparer à partir du venin. Si tu veux préparer un vaccin, il faut d'abord que tu trouves du virus, parce que c'est le virus modifié qui va servir à fabriquer le vaccin. La même chose, hein, là où il y a le problème, il y a la solution. Tu amènes le problème, donc tu amènes la solution. D'accord, d'accord. Toi, est-ce que tu travaillais en cabinet? Tu travaillais à une époque, mais est-ce que tu le fais maintenant? Oui, je travaille toujours en cabinet parce que je pense que moi, mon rôle principal, c'est être formateur. Mais un formateur qui verrait plus de patients, je pense qu'au bout d'un moment, il perd de sa matière. Comme un cuisinier qui toucherait plus la pâte, je pense qu'au bout d'un moment, il sait plus de quoi il parle. Donc je tiens à garder une patientèle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon activité à côté, c'est maximum 2 jours par semaine. D'accord. Et le reste du temps, tu fais des formations sur toute la France, même je crois en Belgique, en Suisse, dans la francophonie? C'est ce que je dirais. Because my English is not very good. Donc, ouais, c'est ça. Avec l'hypnose, tu pourrais peut-être la développer. Oui, tout à fait. Ça, c'est une question d'ailleurs qui pourra venir. Est-ce que l'utilisation de l'hypnose peut aider à apprendre les langues plus rapidement? Certains, comme Kevin Finel, disent oui. Moi, j'en ai pas l'expérience, la preuve. Donc pour le coup, c'est pas l'application principale chez moi. Mais donc ouais, l'essentiel de mon activité maintenant, c'est les formations, parce que comme je disais, donc la FNH, hein, l'Association française de nouvelle hypnose, elle a grandi. L'hypnose est très très à la mode en ce moment, et donc on fait des formations tous les ans à Paris, à Toulouse, à Bruxelles, à Nice, à Annecy, et puis à Marseille. Ça, c'est les 6 lieux où on est tous les ans, où il y a une trentaine de personnes à chacun de ces endroits. Puis après, l'occasion, ça c'est vraiment tous les ans, puis de temps en temps, ponctuellement, on fait des formations à Genève, à Lausanne ou à Lyon, enfin des endroits comme ça, quand il y a des demandes qui se présentent. Et justement, la demande, c'est qui se forme à l'hypnose en majorité aujourd'hui? Alors, qui se forme à l'hypnose en majorité, il y a vraiment deux axes. Nous, on pense que c'est mieux de réserver l'hypnose aux professions de santé. Parce que l'idée, c'est qu'un professionnel de santé qui vient se former à l'hypnose, il va juste rajouter une corde à son arc. Mais il sait déjà ce que c'est qu'une abraction, il sait déjà ce que c'est que mener une anamnèse, il sait déjà ce que c'est que faire un examen, etc., etc. Il a des notions de psychologie, d'anatomie, de tout ça. Alors que des gens qui ne sont pas issus du milieu de la santé, il va falloir leur apprendre aussi toute la relation aux patients, etc. Et donc c'est pour ça que nous on prend que des gens qui sont déjà professionnels de santé, pour pas avoir à faire tout ce travail de formation à la psychologie, à la médecine ou je ne sais quoi. Puis de toute façon, pour devenir médecin, c'est Bac+7, donc voilà. Après, tu as d'autres écoles, donc nous on fait profession de santé, puis tu as d'autres écoles qui sont ouvertes plus largement et qui vont prendre un peu tous ceux qui veulent changer de métier, qui veulent avoir une autre activité. Et alors là, c'est des formations qui du coup sont forcément un petit peu plus longues, parce qu'ils apprennent tout de zéro jusqu'au bout, quoi. Oui, parce qu'il faut apprendre l'hypnose, c'est-à-dire la technique pour rentrer dans cet état particulier dont tu parlais. Comment on pourrait le qualifier cet état? C'est un état de rêverie plus ou moins profond? Comment on sent en hypnose? On ne dort pas en hypnose? Non, alors en hypnose, on ne dort pas. Je dirais que c'est un état d'absorption. Comme quand on est dans la Lune, par exemple? Très souvent, alors ça c'est une métaphore qui est très souvent donnée et que Erickson donnait lui-même. Parce qu'Erickson appelait la transe quotidienne. Alors la transe, c'est être en hypnose. Et Erickson considère qu'il y a des moments de la journée quotidienne où on est dans une espèce de mini-hypnose. Par exemple, tu es en voiture, plongé dans tes pensées, tu fais 50 km sans voir les 50 km passer. Tous les gens qui font du sport d'endurance, qui vont faire du footing, tu cours, pareil, tu as vu le 5e kilomètre, mais là tu te réveilles au 7e. Comme en voiture, quand on court, on peut laisser passer 2 km sans se rendre compte de ce qui se passe. Et nos jambes fonctionnent comme un petit robot, etc., etc. On est captivé par un film, on est amoureux et on passe un moment avec son amoureuse ou je ne sais quoi. Tous ces moments-là, on est ici et ailleurs en même temps. Et l'hypnose, c'est un peu ça, c'est être ici et ailleurs en même temps. Je crois que ça va parler à tout le monde, ça, parce que c'est vraiment un état qu'on connaît tous les jours, qu'on connaît tous les jours. Plein de fois par jour. Simplement, cet état qu'on va appeler la rêverie, c'est la rêverie quotidienne. Oui. Et nous, ce qu'on va apprendre, c'est à aller plus loin dans la rêverie. Ça va être une rêverie amplifiée. On peut l'approfondir? On va apprendre à approfondir ce fonctionnement-là. Et du coup, lorsque là, on va plus loin dans la rêverie, on peut même vivre une opération chirurgicale avec une partie de nous qui est à l'hôpital, puis une partie de nous qui est à la plage, par exemple. Et puis, tu bascules de la plage à l'hôpital, de l'hôpital à la plage, en fonction des besoins. Et ça coupe la douleur qui est comme une information qui serait coupée à ce moment-là? Qui serait diminuée? L'idée, c'est qu'on est capable de s'absorber davantage dans le corps qui est à la plage que dans le corps qui est à l'hôpital. Et donc, grosso modo, moi, je vis la sable. Alors, très clairement, c'est ce que je fais quand je vais chez le dentiste. Quand je vais chez mon dentiste personnel, je suis un petit peu comme ici, là, je suis assis un peu en arrière, avec une grosse lumière en face. Et pour moi, je ferme les yeux, la grosse lumière, ça devient soleil. Et puis, mon fauteuil, ça devient un rocher.
et je suis allongé sur un rocher en Bretagne. Alors de temps en temps, on m'a mis un truc dans la bouche, ça m'éclabousse un peu. Bah, c'est parce qu'il y a les vagues là qui m'éclaboussent, etc. Donc je me raconte que je suis sur mon rocher, puis que je suis parti dans mes pensées, et du coup je m'occupe plus de ce qu'il fait le dentiste. Ça passe vachement plus vite et c'est beaucoup plus confortable. Et j'imagine. Alors là, c'est l'hypnose, ça c'est la technique de l'hypnose. Donc on apprend, en formation, on apprend à s'absorber ou à absorber les gens dans cette rêverie plus ou moins profonde. Et puis après, ce que tu disais, c'est qu'il y a la thérapie. Donc il faut aussi apprendre, parce que l'hypnose, ça peut être donc l'hypnose de spectacle, comme tu disais, mais il y a aussi effectivement l'hypnothérapie, c'est-à-dire la thérapie adaptée à l'hypnose, ou l'hypnose plutôt adaptée à la thérapie, où on apprend aux gens qui sont formés, aux étudiants, à devenir aussi des thérapeutes. On en revient à ce que je disais, hein, c'est nous dans notre école, on prend des gens qui sont déjà médecins ou thérapeutes, pour justement pas avoir à faire tout cet apprentissage de c'est quoi la thérapie. Et simplement, ils vont rajouter une corde à leur arc, ils vont rajouter une technique supplémentaire. Maintenant, l'hypnose par elle-même apporte un certain nombre d'approches particulières. Par exemple, en hypnose, il y a une technique qu'on appelle l'auto-reparentage. Alors l'auto-reparentage, ça veut dire que l'adulte que je suis aujourd'hui va retourner rencontrer l'enfant que j'étais hier. Et par exemple, l'enfant, j'ai perdu mon grand-père, et puis on pensait que j'étais trop petit pour assister à l'enterrement, alors on m'a caché le truc, on m'a pas dit ce qui se passait, on m'a pas expliqué ce que c'était que la mort, et après mon grand-père il me manquait, mais moi j'ai pas compris qu'il était mort et tout ça, et ben je peux en développer un certain nombre de douleurs, de tristesse, de sentiments d'abandon, de je sais pas quoi. Et ben si mes parents à l'époque n'ont pas fait ce qu'il fallait par exemple, l'adulte que je suis va retourner parler à l'enfant que j'étais, auto-reparentage, parce que je suis le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu dire à cet enfant. Et bizarrement, mais c'est l'inconscient, en allant me réparer dans mon passé, eh ben je me sens mieux dans mon présent et dans mon avenir. Donc ça, la technique d'auto-reparentage, ça suppose ce qu'on appelle la régression d'âge. Je remonte dans mes souvenirs, et l'hypnose va vraiment donner du pouvoir, de l'efficacité à cette technique-là, qui est vraiment une des techniques propres à l'hypnose. D'accord, intéressant. Est-ce que, alors, compte tenu de ce qui se passe en ce moment dans le monde, des différents attentats, etc., est-ce que l'hypnose peut aussi travailler sur les traumatismes, sur les stress post-traumatiques? Tout à fait. Donc moi j'ai la chance de m'être associé avec Evelyne Joss. Evelyne Joss, c'est une psychologue en Belgique qui est très connue, entre autres pour ses travaux justement sur le trauma. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc justement, Evelyne propose chez nous, là dans notre école, un séminaire sur hypnose et trauma, et montre bien comment l'outil hypnose permet d'aider. Alors elle est formée à l'EMDR aussi, mais elle montre bien comment est-ce que l'hypnose permet en particulier d'aider les gens qui sont victimes d'un traumatisme. Alors, soit à chaud, hein, si on a la chance de pouvoir les aider tout de suite, on va éviter qu'ils fassent plus tard ce qu'on appelle un stress post-traumatique, une névrose post-traumatique, qui est des réactions qui nous arrivent quelques mois après un attentat ou un traumatisme quel qu'il soit. Ce qu'on dit, c'est quand on n'est pas préparé à la mort et que la mort fait effraction, eh ben, y a des gens qui ont du mal à s'en remettre et qui vont à digérer l'événement post-traumatique. Tout à fait. D'accord, ok. Et alors moi j'aime bien ton profil aussi, on en parlait tout à l'heure, parce que bon, tu as de la bouteille en hypnose, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu es capable à la fois de conduire une thérapie, comme on en parlait là, une thérapie avec un patient ordinaire, on va dire, qui a une demande ordinaire. Tu es capable justement de travailler sur la gestion de la douleur. Je crois d'ailleurs que tu as travaillé avec les grands brûlés en hôpitaux pendant un certain temps, sur la gestion de la douleur. Et puis tu es capable aussi de faire de l'hypnose spectacle, parce que je t'ai vu moi dans une formation mettre une personne entre deux tréteaux. Et c'est quelque chose qu'on voit en spectacle, on se demande si c'est possible. Et Olivier l'a fait devant moi, entre deux tréteaux. Il y avait une personne qui était complètement raide. Et je me rappelle d'ailleurs que son ventre, tu as mis la main sur son ventre, et son ventre se gonflait, se dégonflait pendant la respiration, ce qui indiquait que la personne en fait n'était pas complètement contractée, mais c'était ses muscles en fait, des muscles inconscients qui la tenaient entre les deux tréteaux, c'est ça? Donc tu es capable de tout ça, tu as vraiment une approche de l'hypnose globale. La question que je voulais te poser, c'est justement par rapport au cerveau, puisque c'est l'objet du blog. C'est fascinant, ces strates de profondeur d'hypnose là, où on peut être dans un état d'éveil normal, ou alors dans un état de relaxation plus ou moins légère, qui sont les ondes alpha en fait, et puis on peut être en relaxation profonde, qui est l'hypnose profonde. Et puis encore plus profond au niveau des ondes, c'est les ondes delta, les ondes du sommeil. Mais quelle est la différence là, entre l'hypnose légère et l'hypnose profonde, toi qui maîtrises un peu les deux? Comment ça se passe? À l'époque où j'ai fait ma formation avec Jean Godin nous enseignait pas du tout ce qui correspondrait aujourd'hui à l'hypnose de spectacle.
Et puis d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'hypnotiseur de spectacle en France qui passait à la télé. C'est l'hypnose profonde, ça? Ouais, en tout cas ce que les gens considèrent comme hypnose profonde. D'accord. Et il y a quelques années, l'hypnose de spectacle est revenue à la mode, en particulier avec Mesmer, le Québécois qui fait des spectacles et qu'on voit sur toutes les chaînes de télé maintenant depuis quelques années. Et Mesmer, effectivement, il fait 1, 2, 3, tu dors, et les gens tombent par terre comme une loque. Et alors ça, Jean Godin ne m'avait pas appris à le faire. Du coup, j'étais très curieux de comprendre ce qui se passait. Et en tant que prof d'hypnose, ça me dérangeait qu'un type sache faire des trucs que moi je ne sais pas faire. Et du coup, j'ai voulu savoir et comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait 1, 2, 3 et que les gens tombent par terre. Donc j'ai été voir des hypnotiseurs de music hall, ce qui a d'ailleurs été très peu apprécié par un certain nombre de confrères, qui pensent que l'hypnose de music hall donne une mauvaise image de l'hypnose. Et ils ont raison, parce que effectivement, quand on ridiculise les gens, qui se déshabillent sur scène, je sais pas quoi, ça donne une mauvaise image de l'hypnose. Puis comme on le disait tout à l'heure, ça fait un petit peu peur, on a peur de se lâcher. Ce qui est en cause, c'est ce qu'en fait l'hypnotiseur, parce que c'est comme un bistouri. Si le bistouri il est dans les mains du chirurgien, je préfère franchement aujourd'hui être opéré avec un bistouri plutôt qu'avec des silex, comme ça se faisait du temps des Égyptiens, je sais pas quoi. Mais si le bistouri est dans la main de Jack l'Éventreur, ah bah non, là le bistouri ça me plaît plus du tout. Bah, l'hypnose c'est pareil, elle peut être dans la main du chirurgien ou dans la main de Jack l'Éventreur, et c'est le problème de la main qui est derrière, pas le problème de l'outil. L'intention en fait. De l'intention. Maintenant voilà, l'hypnose peut servir à ridiculiser les gens pour faire rigoler pendant un spectacle, pour ça elle est détestable. Maintenant, 1, 2, 3, tu dors, bah, ça peut être vachement intéressant pour un dentiste qui a besoin d'aller vite dans une hypnose, ou pour un pompier qui va aider quelqu'un là, qui a la jambe qui est tordue en deux avec une fracture ouverte ou je sais pas quoi. Si le temps de dire 1, 2, 3, on arrive à soulager la douleur de cette personne, alors là je trouve ça vachement intéressant. Carrément. Et donc j'ai voulu aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette forme d'hypnose pour comprendre comment est-ce qu'il faisait. D'où effectivement maintenant je sais mettre les gens entre deux tréteaux. Et là-dessus une petite explication rapide, c'est qu'il existe 2 types de fibres musculaires. Alors il y a les fibres musculaires du mouvement volontaire, je veux soulever quelque chose. Le biceps. Eh ben, le biceps, etc. Alors ces fibres-là, elles ont beaucoup de force, de puissance, mais pas beaucoup d'endurance. Puis après, il y a les fibres de posture. Les fibres de posture, c'est celle qui fait que je peux me tenir droit comme ça, debout, pendant 2 heures, je ne vais pas fatiguer. Que la tête tienne droite sur les épaules. La tête tienne droite sur mes épaules, etc. Et ces fibres de posture, en fait, je vais me rendre compte qu'elles se débranchent le soir quand je m'endors devant la télé. Ou quand je m'endors après un repas, là, s'il y a un conférencier qui n'est pas très intéressant, hop là, je vais m'endormir pendant la conférence et je sens ma tête qui décroche, c'est ça qui me réveille. Au moment où ma tête décroche, c'est que j'ai débranché les fibres de posture. Mais je suis réveillé depuis ce matin 7 heures, il est, je sais pas quoi moi, 19 heures, et ben ça fait quelques heures, plus de 10 heures, plus de 12 heures que mes fibres de posture, elles tiennent comme ça sur ma tête. Donc ces fibres de posture, j'en ai pas conscience. C'est ça les fibres inconscientes. Et quelqu'un qui tient entre 2 tréteaux, entre 2 tables, et ben en fait on a activé ces fibres de posture, parce que ces fibres de posture, elles répondent à l'inconscient, elles sont gérées par l'inconscient. Et donc c'est vraiment une bonne façon d'apprendre aux gens à travailler à un niveau inconscient. Alors ils font travailler un inconscient corporel, mais pour pouvoir progresser au niveau de l'inconscient psychique. Alors avec un patient dans un cabinet, on va pas la mettre entre 2 tables, mais on fait ce qu'on appelle une catalepsie du bras, où on prend son bras comme ça, puis on le lâche, et le bras il tient tout seul, il flotte en l'air, sans effort, sans fatigue. Parce que même chose, les fibres de posture, j'en ai partout, j'en ai dans la nuque, mais j'en ai dans le bras, j'en ai dans le dos, j'en ai dans les jambes, j'en ai dans les fesses, j'en ai partout. Et donc on fait travailler les fibres de posture, les fibres inconscientes, pour entraîner les gens à aller en hypnose, et à aller dans cette hypnose différente. Après, la notion de profondeur, finalement c'est un mot qui ne convient pas. L'hypnose, elle n'est pas plus profonde, qu'elle est carrée, ou qu'elle est verte, ou qu'elle est aiguë, ou sucrée, ou je ne sais quoi. C'est juste que Erickson, d'ailleurs, il disait, la profondeur d'hypnose n'est pas corrélée au résultat. T'as des gens, des fois, on a l'impression qu'ils sont dans une hypnose très superficielle, et pourtant ils ont des résultats. Et d'autres ont l'impression qu'ils sont partis dans le cosmos, et pourtant ils n'ont pas de résultats. Par exemple, ils n'ont pas arrêté de fumer. Donc, oui, mais en même temps, pour les opérations, il faut bien... Bah non, parce que pour une opération, imaginons, là, il y a ce qu'on appelle un champ, c'est-à-dire un drap là, qui empêche le patient de voir qu'il a le ventre ouvert ou je ne sais quoi. Alors quand tu regardes d'un côté du drap, il a le ventre ouvert, tu te dis oui, il est en hypnose, mais de l'autre côté, il peut avoir les yeux ouverts et puis justement raconter ses vacances en Corse, à la plage ou je ne sais quoi. Donc apparemment, il est éveillé, il a les yeux ouverts, il parle normalement, et pourtant, apparemment... Et ça fonctionne quand même. Et ça fonctionne quand même. Parce qu'on a beaucoup tendance à confondre hypnose et relaxation. Oui. Alors que l'hypnose, c'est pas forcément la relaxation. C'est pas de la calinothérapie, comme tu dis. C'est pas de la calinothérapie, pour reprendre un terme que j'utilise souvent. Et par exemple, on peut faire des séances d'hypnose sur un vélo d'appartement, avec quelqu'un qui est très dynamique. Et à l'époque, on entendait des interviews de pilotes de Formule 1
qui disaient que pour piloter leur voiture, ils se mettaient en hypnose. Et les pilotes de la patrouille de France, on les a vus à la télé, ils sont tous ensemble dans une salle en train de répéter les mouvements, etc. Ah ben, ils font ça aussi dans une forme d'auto-hypnose. Donc ça, c'est de l'hyperconcentration à ce moment-là, c'est ça? Eh ben, les opposés se rejoignent, les extrêmes se rejoignent, et l'hyperconcentration, j'ai parlé d'absorption tout à l'heure, bah, c'est aussi une absorption dans ce qu'on est en train de faire, c'est aussi une focalisation. Le chirurgien qui doit couper, qui a un demi-millimètre, risque d'être paralysé ou pas, eh ben, il est hyper concentré sur ce qu'il fait, il est dans une forme d'hypnose. Le démineur, le fil vert sur le bouton vert, et il faut faire gaffe à ne pas se planter, parce que sans ça il fait sauter 10 000 personnes. Bah, le démineur, il est aussi dans une forme d'hypnose. D'accord, d'accord. Quelle différence tu ferais entre hypnose et sophrologie? Parce que souvent on les confond un petit peu, on dit que c'est un peu cousin. Oui, alors on dit que c'est un peu cousin, mais toujours pareil, encore une fois, la faute à la calinothérapie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de gens qui se contentent de faire une induction par la relaxation, et puis une fois qu'on est relaxé, soit de raconter une métaphore, une histoire qui est censée t'aider à régler tes problèmes, soit de venir plaquer sur la relaxation des protocoles PNL, programmation neurolinguistique, qui est d'ailleurs issu de l'hypnose. Bandler et Grinder, qui ont fondé la PNL, se sont inspirés beaucoup d'Erickson. Mais sauf qu'en France, l'hypnose était mal vue, le mot faisait peur, justement, comme on l'a dit. Donc quand on a parlé de sophrologie, qui est une forme d'hypnose douce, ou quand on a parlé de PNL, programmation neurolinguistique, les Français adorent les mots qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que c'est médical, ils ont l'impression que c'est intelligent. Alors qu'en vérité, c'est des formes d'hypnose. Maintenant, l'hypnose, elle peut aller beaucoup plus loin que cette relaxation ou que cette légère PNL ou des choses comme ça. Alors, PNL et sophrologie, c'est très bien, et relaxation, c'est très bien. C'est des outils géniaux, pris les uns en dehors des autres. L'hypnose peut aller beaucoup plus loin, et vraiment, l'hypnose devient intéressante, justement, quand elle n'utilise pas de protocole. Alors, quand on est en début de formation, on a envie d'apprendre à faire et puis de savoir bien faire, donc on cherche à copier des trucs qui marchent. Et tous les débutants en hypnose sont avides de protocole. S'il y en a un qui vient pour un psoriasis, qu'est-ce que je lui raconte, qu'est-ce que j'ai fait comme métaphore? Et je pense qu'au contraire, l'hypnose devient intéressante quand on n'a plus de protocole et quand on est capable de se laisser inspirer par le patient, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il amène le problème, donc il amène la solution. Et je dis souvent, l'hypnose, c'est un métier de feignant, parce que c'est pas moi qui bosse, c'est lui qui bosse. C'est l'inconscient de la personne. C'est l'inconscient de la personne qui bosse. Moi, je suis juste là pour stimuler ce travail, pour permettre que ce travail ait lieu. Et quelle est la différence avec sophrologie alors? La différence avec sophrologie, c'est que la sophrologie, justement, c'est beaucoup plus protocole. En sophrologie, on va commencer par la respiration, et puis après par la relaxation, avec le bras qui devient lourd, etc. etc. Et donc, sophrologie, à la limite, on pourrait enregistrer, d'ailleurs, ça se fait, on pourrait enregistrer les séances de sophro, et passer un discours presque appris par cœur à chaque personne. Donc là, pour le coup, c'est plus de la relaxation. Et du coup, la sophrologie va plus amener des relaxations. Alors, pour les sophrologues qui ont fait la formation, il y a beaucoup de sophrologues qui font la formation à l'hypnose, ils disent tous que ça va beaucoup plus vite et que ça va plus loin. Parce qu'effectivement, on peut arriver en quelques secondes à avoir des gens, si le but du jeu c'est la relaxation, à avoir des gens qui sont profondément relaxés sans avoir besoin de passer par tout le training autogène de Schultz, par exemple. La sophrologie a beaucoup repris ce qu'on appelle le training autogène de Schultz, qui était une technique d'auto-hypnose des années 30, 1929. D'accord, d'accord, ok. Et quelle différence tu ferais avec... Et puis peut-être encore, pardon je te coupe, mais l'autre différence c'est que vraiment, dans l'hypnose, c'est l'inconscient du patient qui va faire la solution. Donc en fait, on fait sortir des choses de lui, et on fait sortir des solutions, pas des problèmes, pas des causes des problèmes. Une chose importante à dire, c'est que l'hypnose, elle est orientée solution. Donc ce qui nous intéresse, c'est les ressources, c'est pas les problèmes. Savoir si ton père il t'aimait ou il t'aimait pas, si t'as fait pipi à côté du pot ou pas, etc. On n'est pas freudien, on va pas chercher à faire raconter ta vie en long, en large. À comprendre le problème. C'est pas pourquoi j'ai mal qui est important, c'est comment aller bien. D'accord. Comment aller bien plutôt que pourquoi j'ai mal. Comment les solutions plutôt que pourquoi j'ai un problème. Et donc du coup, une séance d'hypnose, c'est comme une représentation de théâtre. Et ils ont à peu près le même texte, mais il ne se passe pas la même chose, parce que ça dépend du public. Et bien, une séance d'hypnose, elle sera différente avec chaque public. Là où la sophrologie, c'est plus... on peut faire de la sophrologie en groupe, tout le monde va faire la même chose. La sophrologie, tu vois, elle est moins... enfin, à mon sens,
elle est moins sur mesure, même s'il y a certains des sophrologues qui font que du sur mesure. Mais voilà, l'hypnose, elle est plus créative que la sophrologie. C'est plus des protocoles qui se répètent, d'accord. Ouais. Et quelle est la différence que tu ferais dans l'état de repli sur soi que l'on trouve en hypnose et en méditation? C'est une question qui revient aussi. Ouais. Comment une personne qui veut chercher ce type d'état, qu'est-ce qu'elle va venir chercher en hypnose, qu'est-ce qu'elle va aller chercher en méditation? Ben là, pour le coup, j'aurais tendance à dire que la méditation se rapproche certainement beaucoup de l'auto-hypnose. Et que quelqu'un qui apprend à faire de l'auto-hypnose, à faire de l'hypnose pour lui-même, il va être dans quelque chose de relativement proche de la méditation. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la méditation d'acceptation, pleine conscience ou des choses comme ça. Toutes ces choses-là ressemblent assez fort à des séances d'hypnose. D'accord. Maintenant, dans la méditation, on n'a pas forcément toujours un but thérapeutique. Alors que dans l'hypnose, il y a quasiment toujours un but thérapeutique. Oui. Je veux apprendre à gérer mes émotions, je veux prendre confiance en moi, je veux arrêter de penser à ça, je veux me faire mon deuil, si je fais de l'hypnose, c'est que j'ai une intention derrière, là où peut-être la méditation, ça va plus être presque une philosophie de vie au bout d'un moment. Une hygiène presque, une hygiène au quotidien. Une espèce de zen attitude. D'accord, donc la méditation, ce serait plus pour une hygiène au quotidien, pour avoir un cerveau apaisé, ouais. Alors que l'hypnose, ça serait plus une action ponctuelle peut-être, pour réparer quelque chose Bien souvent, on a effectivement l'idée de venir réparer quelque chose, nous rendre capable de quelque chose, etc. Je crois qu'en fait, peut-être on va arriver toujours au même endroit, que ce soit par la sophrologie, par la relaxation, par la méditation, par l'hypnose. On va finalement toujours arriver au même endroit parce que le but du jeu, c'est le bonheur. Et chacun vient chercher le bonheur, en quelque sorte. Alors après, chacun son chemin. Et justement, il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre. Donc, à chaque fois que moi, ma passion, c'est l'hypnose. Et du coup, j'ai l'impression que l'hypnose, c'est mieux, et que ça va plus vite, et que c'est plus efficace. Mais à aucun moment, je dirais l'hypnose, c'est mieux que la sophrologie, ou mieux que la relaxation, ou mieux que... Et à chacun de trouver son chemin. Des chemins différents, parce que c'est le chemin qui convient à l'un et pas forcément à l'autre. Dernière question que je voudrais te poser. Pour les gens qui nous suivent sur cette vidéo et sur la chaîne, est-ce que tu pourrais donner un petit truc, un truc de praticien, un truc d'hypnothérapeute, qui permettrait d'aider les gens au quotidien? J'ai le droit d'en donner deux? Si tu veux. La première chose, c'est quand on fait la formation à l'hypnose, il y a un exercice par lequel on commence qui est ce qu'on appelle l'accompagnement dans le bon souvenir. Et en fait, on va apprendre entre praticiens à faire en sorte que l'autre personne soit capable de retrouver un souvenir positif et de le revivre avec le plus de réalité possible. Donc on lui fait revivre son souvenir comme une espèce de rêve éveillé dirigé en quelque sorte. Et l'idée, c'est que imaginons que j'ai une douleur là maintenant, si j'arrive à retrouver un moment dans lequel je me sens bien, je suis super bien, super zen, aussitôt, ma douleur, elle va avoir tendance à reculer. Et j'étais agréablement surpris de lire il y a quelque temps dans la presse qu'il y a un peuple d'Europe du Nord, j'ai pas bien retenu lesquels, les Suédois ou les Finlandais, quelque chose comme ça, qui sont champions d'Europe du bonheur. Et en fait, c'est un pays où il fait très froid. Et comme c'est un pays où il fait très froid, eux, ils font attention à mettre de la chaleur dans leur vie. Et en fait, il y a un bouquin qui vient de sortir, un mot imprononçable, le hinge, le gringe, je sais pas quoi là. Mais en fait, ils décrivent leur attitude. Et leur attitude, c'est que chaque fois qu'ils vivent un bon moment, ils le vivent en pleine conscience. Ils le vivent vraiment en croquant dedans. Et lorsqu'on apprend à faire de l'hypnose et qu'on travaille avec nos bons souvenirs, du coup, lorsque dans la vie, j'ai une belle journée ensoleillée comme celle d'aujourd'hui, je prends conscience du soleil qui est là, et puis j'entends les oiseaux chanter, puis s'il y a un enfant qui rit, j'entends cet enfant qui rit. C'est-à-dire que tous les bons moments, je vais aussi les vivre avec beaucoup plus d'implication. Et je pense que l'hypnose, elle doit aussi nous apprendre justement à croquer le positif beaucoup plus. Et cette attitude, il se trouve que c'est celle qui permet à je n'ai pas retenu précisément de quel peuple il s'agit, mais à ce pays de se considérer comme les plus heureux en Europe, alors que c'est eux qui ont les jours les plus courts et les jours les plus froids. C'est-à-dire que quand tu parles d'être présent, c'est avec ces 5 sens? Oui, avec ces 5 sens, vraiment. Alors, je parlais tout à l'heure de méditation pleine conscience, des gens comme Christophe André qui ont beaucoup développé ça. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que Christophe André, c'était avant quelqu'un qui travaillait dans les TCC, thérapie cognitive et comportementale,
que beaucoup de techniques sont parties de l'hypnose, les TCC étaient partis de l'hypnose, et reviennent à l'hypnose. Le MDR, il est parti de l'hypnose, hein, et de plus en plus, le MDR, ça fait des inductions hypnotiques, etc. C'est pour ça que moi j'adore l'hypnose, parce qu'elle me semble être au départ, et à l'arrivée de tout. Finalement, la psychanalyse est partie de l'hypnose. Aujourd'hui, la psychanalyse est un peu dépassée, on revient à l'hypnose. Donc vraiment, j'ai l'impression que l'hypnose est le carrefour de tout un tas de thérapies, de tout un tas d'approches. Mais voilà, en tout cas, cette attitude, à être capable de vivre le positif, il ne faut pas attendre d'avoir un cancer pour se rendre compte comme on a de la chance d'avoir un corps qui respire et qui fonctionne, et juste marcher sur nos deux jambes, c'est génial. Il ne faut pas attendre que nos enfants soient morts pour se rendre compte à quel point nos enfants étaient précieux. Et j'ai un métier formidable parce qu'en fait, c'est mes patients qui m'apprennent à vivre. Par exemple, une dame, elle s'est engueulée avec son mari, et puis il est parti en claquant la porte, et il a dit « Ouais, c'est ça, casse-toi, connard !» Sauf qu'il a fait comme il faisait d'habitude, il a pris la voiture, il a démarré à fond, mais cette fois-là, il s'est planté dans un arbre, il est mort, il n'est jamais revenu. Et cette dame, voilà, ce qui lui fait de la peine, c'est son mari est mort, bien sûr, mais qu'en plus, le dernier mot qu'il a entendu de sa part, c'est « Casse-toi, connard !» Et du coup, elle a changé quelque chose dans sa vie, c'est que maintenant, chaque fois que ses enfants sont où, je ne sais quoi, elle leur dit « Je t'aime ». Parce qu'elle ne sait pas si elle ne va pas avoir un accident de voiture ou si ses enfants ne vont pas avoir un accident. Mais comme ça, au moins, elle est sûre que la dernière chose que les gens qu'elle aime auront entendu d'elle, c'est « je t'aime ». Eh bien, l'hypnose, c'est ça, c'est tout un tas d'attitudes qu'on va développer parce qu'en fait, on est surtout très doué pour être son pire ennemi et on passe son temps à se gâcher la vie. Et ça, justement, ça fait un lien avec le deuxième truc que je voulais évoquer. Vas-y. Alors, pour bien comprendre, le premier truc que tu évoques, c'est de multiplier ces moments dans la journée. Le positif, ce que j'évoque, c'est que le positif attire le positif. Et que donc il faut apprendre à goûter le positif et avoir aussi le positif de soi-même. Là où à l'école, on nous a appris à faire l'inverse. Parce qu'à l'école, on nous a appris à avoir peur des mauvaises notes. À l'école, quand on nous rend notre dictée, on a 0 parce qu'il y a 20 mots qui sont soulignés en rouge. Alors que si le prof était courageux, il soulignerait en vert les 400 mots que j'ai de juste. Et le prof qui me dirait « Mon petit Olivier, tu as 400 mots justes, bravo, fais attention, parce qu'il y a 420 mots dans la dictée, et je sais que tu es capable d'avoir 420 mots justes, alors que là, tu n'en as que 400, mais c'est déjà super, 400 sur 420. Bravo, tu es fort, tu peux être encore plus fort. » Le positif attire le positif, mais ce n'est pas ce discours-là qu'on a à l'école. Et du coup, ça donne quoi ? Aujourd'hui, tu vas dire 10 choses intelligentes et une connerie. Et ce soir, en t'endormant, tu vas penser à la connerie que tu as dit, au lieu de penser aux choses intelligentes. Et le négatif attire le négatif. À l'école, on nous apprend à faire attention à tout ce qui ne va pas. Tu as eu 15 en maths et 5 en français, et ton père il va te dire 5 en français. C'est quoi ce 5 en français ? Alors que tu as eu 15 en maths. Du coup, on a tendance à faire la même chose par rapport à soi, et après, on attrape la sclérose en place. La sclérose en place, c'est qu'on n'ose plus rien faire, on n'ose pas faire les choses. Et quand on ne prend pas de risque, on est sûr de ne pas se planter, mais on a beaucoup. Donc, plus porter son attention sur le positif dans ses journées, c'est ça, autant qu'on peut. Le positif devient une boule de neige qui fait que, voilà, positif attire le positif, et t'es beaucoup plus à l'abri du cancer, de la maladie. D'accord, à faire. Et le deuxième truc, alors, c'est quoi ? Justement, qui rejoint ça, hein, c'est si on voulait montrer quelque chose d'un petit peu spectaculaire et rapide en hypnose, je trouve qu'aujourd'hui, là, j'étais là pour animer une formation sur hypnose et douleur, et qu'un des premiers exercices que je leur montre, c'est quelque chose que j'appelle la bise de la jument. Alors la bise de la jument, c'est un jeu qui a lieu dans les cours de récréation, où en fait, on va, les gamins entre eux, là, ils se chopent comme ça, et il y a des zones qui sont assez algiques, qui font mal sur le corps. Donc par exemple, si tu pinces ici, le gras de la cuisse, tout de suite, il n'y a pas besoin de serrer très fort pour que ça fasse mal. Même chose ici sous le bras, là, si tu attrapes ici et que tu pinces, tu n'as pas besoin de pincer très fort pour que assez vite ce soit sensible. Et comme ça, des zones algiques. Et donc, ça permet de montrer très rapidement qu'on a tous en nous des capacités à gérer la douleur. Et donc, si tu veux bien, comme je sais que tu es quelqu'un qui a une grande conscience professionnelle, et que pour tous les gens qui t'écoutent, tu as à cœur de faire de ton mieux, et je propose de te faire mal pour t'apprendre à gérer ta douleur. Ok, très bien. Tu me permets ? Ça marche. Alors, je me rapproche un tout petit peu, et puis je vais me permettre, donc, avec ton autorisation, de venir pincer ici. Alors, je vais pincer progressivement, parce que les gens, ils sont tous plus ou moins sensibles à la douleur. Et au moment où ça commence à être vraiment désagréable, et où tu as envie que je lâche, tu me dis, ok ? D'accord. Donc, je serre progressivement, quand c'est désagréable pour toi, tu me dis. Là. Là, ça fait mal ? Oui. Ok, moi je vais pas lâcher, mais toi tu vas rentrer dans ta douleur. Tu vas rentrer dans ta douleur et tu vas me dire comment ça change.
On dirait que ça commence à diminuer. Qu'est-ce qui se passe pour que ça diminue? Comment ça diminue? Comment ça change? Comme si tu desserrais en fait. Ouais. Est-ce que tu as des images? Qu'est-ce que tu as comme... Comment tu pourrais expliquer là aux gens qui nous écoutent? C'est un peu en expansion. Ouais, quelque chose qui serait en expansion, ça serait quoi, ce quelque chose? Ça se dilue, Ouais. c'est en expansion et ça se C'est une dilue. matière, c'est une forme, c'est une couleur? C'est comme quelque chose de gazeux et rouge et qui se dilue. Gazeux et rouge et qui se dilue. Ok, bah dilue cette espèce de nuage rouge jusqu'à ce que la sensation soit devenue totalement supportable. Peut-être déjà le cas, hein? Ça l'est? Ok, très bien. Alors maintenant, rouvre les yeux. Et si tu regardes, moi je vais seulement desserrer ma main maintenant. Et ce que tu vas voir, c'est que le tissu de ton pantalon, il est imprimé dans ma main. Je ne sais pas si on voit là sur les caméras, mais le tissu, il est imprimé dans ma main parce que j'ai pas relâché. Moi, j'ai les doigts qui sont blancs et rouges. Vous voyez, l'ongle, il est encore blanc et rouge là parce que j'ai pas relâché. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout varié. J'ai même tendance à serrer plus fort. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant l'impression que tu desserrais en Et tu as eu fait. l'impression que je desserrais, et ça marche dans, vous pouvez essayer là chez vous, etc. Ça marche dans 100% des cas. Et alors, c'est un exercice pour, on a tous en nous ce qu'il faut pour gérer la douleur. Comme on disait tout à l'heure, là, si je dois sauver la vie de mes enfants et traverser le feu, ben, j'ai pas mal. Hein. On sait tous qu'on est capable de ne pas avoir mal. Et là, cet exercice, ça permet de se brancher directement sur ses ressources inconscientes. Pourquoi? Parce que je te fais mal, et je te dis, ben, je ne vais pas lâcher. Alors du coup, ton cerveau, il se dit, bah là, il faut que je trouve une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est rentre dans ta douleur. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça veut dire quoi, rentrer dans ta douleur? Ça fait une surprise, ça fait une confusion, et puis ça fait une saturation de douleur. Bah, ça fait une espèce d'induction hypnotique rapide. Confusion, saturation, surprise. C'est-à-dire que le cerveau conscient, là, il ne trouve plus de solution. Et quand le cerveau conscient ne trouve plus de solution, bah, c'est l'inconscient qui prend le relais, comme pendant la nuit. La nuit porte conseil. Mais pour que la nuit porte conseil, il faut dormir. Il faut débrancher le conscient. Parce que le conscient, il est plein de limites. Le conscient, il a plein d'a priori. Et quand tu débranches un peu cette tour de contrôle, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Et donc, rentre dans ta douleur et dis-moi comment ça change. J'implique que ça va changer. J'implique que c'est en train de changer même. Et invariablement, ça change dans le sens de la diminution. Je l'ai fait des milliers de fois, personne ne m'a jamais dit « ça fait plus mal ». Parce que ton inconscient, il n'a pas envie de te faire mal. Donc en fait, il va fabriquer des changements qui vont dans le sens d'une amélioration. Et alors après, les gens, il s'agit de les aider à avoir un petit peu d'imaginaire. Toi, tu m'as juste dit, bah, j'ai l'impression que ça se dessert. Vas-y, mets des images, mets des mots, décris-moi qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai besoin d'un levier. Mais une fois que tu m'as donné un levier, ah bah c'est comme un gaz rouge qui prend de l'expansion. Génial. Eh bah, ton gros nuage rouge, tu lui fais prendre de plus en plus d'expansion, jusqu'à ce que ce soit devenu totalement supportable. Et ça parle à l'inconscient? Et ça parle à l'inconscient, parce que l'inconscient, c'est beaucoup de l'imaginaire, c'est beaucoup des histoires, etc., etc. Et en moins de 5 minutes, tout le monde arrive toujours. En fait, à la fin, c'est celui qui sert, qui a le plus mal, et qui est obligé de lâcher parce qu'il ne tient plus. Même si c'est carrément beaucoup plus rapide. Oui, parce tout à qu'en fait. ça Ouais, dure tout à quelques fait. C'est qu'en vérité, hein, c'est quelques secondes. Hein. Mais au maximum, ça sera 5 minutes. Et alors cet exercice, hein, qui est pour démontrer que la douleur n'est pas obligatoire, pour moi, il apporte aussi quelque chose qui est en lien avec ce que je disais juste avant. C'est que ma douleur, pour la gérer, il faut que je rentre dedans. Il ne faut pas que j'en ai peur. Parce qu'en fait, plus je vais vouloir la fuir, plus je vais la ressentir. Plus je vais vouloir tourner la tête ailleurs, plus je vais la ressentir. Alors qu'il s'agit de rentrer dedans. Il s'agit d'aller visiter de l'intérieur. Parce que quand on visite de l'intérieur, eh ben on prend du pouvoir. Et le problème, si mes 20 ans de psychologie m'ont appris une chose, c'est ça, c'est que beaucoup trop de gens laissent la peur diriger leur vie. Et que c'est la peur du problème qui déclenche le problème. T'as peur de chuter, bah, tu vas avoir le vertige, tu vas avoir l'impression que tu chutes. T'as peur de rougir, bah, tu vas devenir tout rouge à la première occasion. T'as peur de bafouiller, bah, tu vas te mettre à bafouiller. T'as peur d'être ridicule, parce qu'aujourd'hui c'est la super jolie fille que tu rêves de séduire et bah, c'est la peur du ridicule qui nous rend ridicule. C'est la peur d'avoir mal qui fait mal. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ceux qui ont peur de la piqûre, je sais pas quoi, aïe, mais j'ai pas piqué encore. Ouais, mais aïe, quand même, parce que quand même. Les gens, il y a une jolie phrase qui dit la peur du mal, la peur d'avoir mal, c'est déjà le mal de la peur. C'est-à-dire que juste avoir peur de souffrir, c'est déjà une souffrance. Tu es dans la salle d'attente du dentiste, t'entends la fraise, ça y est, déjà t'es tout crispé comme ça, t'as mal. Ne laissez pas la peur diriger votre vie. Et là, c'est ça, c'est rentre dans la douleur, affronter les choses. Parce que quand on va dedans, bah, c'est comme un animal. Hein. T'as peur du chien, tu fuis, le chien il court après. Par contre, tu vas vers lui, bah, du coup, c'est lui qui recule là, au bout d'un moment. Allez, il faut rentrer dedans. Quand on rentre dans les choses, on les règle. Quand on les fuit, bah, c'est elles qui ont le pouvoir. Donc, aller vers ses peurs pour s'y confronter. Pour les douleurs, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Parce que la bise de la jument, là, au quotidien, comment tu... Ah bah, un mal des dents, une...
Au quotidien, par exemple, le hasard fait que j'ai la même stratégie inconsciente que toi. C'est-à-dire que moi, j'ai mal au crâne, et ben, je rentre dans mon mal de crâne. Et du coup, à quoi ça ressemble? Ben, j'ai l'impression que c'est un espèce de petit nuage tout noir, comme quand il y a un orage qui va péter là. Et mon nuage tout noir, mon mal de crâne, je lui donne de l'expansion. Et alors ça fait un petit nuage du coup qui grossit, qui grossit. Alors on pourrait dire, bah, le mal de crâne va grossir, mais non, parce que quand mon nuage il grossit, il se dilue. Puis il passe du noir au gris foncé, au gris moyen, au gris clair, puis filant au blanc, etc. Et en haut, ça fait comme dans une pub là, pour le savon, je sais pas quoi, où il y a un mec à la télé avec un nuage autour de la tête. Et puis au-dedans, bah, mon nuage, il se dilue tellement qu'il devient complètement transparent. Et quand mon nuage il s'est dilué, qu'il est devenu totalement transparent, bah, j'ai plus mal au crâne. Et donc l'idée, c'est que j'ai une douleur, je peux avoir mal aux dents, je suis motard, j'ai fait du karaté, j'ai eu l'occasion de me faire mal plus d'une fois. Ben, chaque fois que j'ai une douleur, hop là, je rentre dedans, et je sais que mon inconscient va s'en occuper, la transformer en quelque chose de plus confortable. Et d'ailleurs, la psychologie, c'est pareil, parce que y a une jolie phrase qui dit « La souffrance n'est pas dans la chose, mais dans la considération que nous en avons. » Ta femme s'est barrée, tu vas être super malheureux, parce que tu le vis comme une perte. Mais si tu te dis, bah, c'est l'occasion d'ouvrir une nouvelle page de ma vie, et peut-être de rencontrer une encore mieux que la précédente, ou je sais pas quoi, ah bah, tout de suite, tu n'as pas le même vécu, parce que tu attends la rencontre prochaine que le départ de l'autre a permis. C'est-à-dire que dans la vie, on ne va faire que des recadrages. C'est pas ce qui m'arrive qui me fait mal, c'est ce que je me raconte sur ce qui m'arrive. C'est la façon dont je me raconte ma vie qui fait qu'elle me fait mal ou pas. Et donc, je n'ai jamais changé la véritable histoire de ta vie, mais je peux changer l'histoire que tu te racontes sur ton histoire. Et c'est verre à moitié plein, verre à moitié vide aussi, quelque part. Hein. Mais vraiment, c'est ça, c'est les gens, ils sont très doués pour se gâcher la vie et pour se faire du mal à eux-mêmes, parce qu'ils ont la mauvaise paire de lunettes, ils ont une paire de lunettes sombre ou négative, je sais pas quoi. Et donc moi, j'aide les gens à changer de paire de lunettes. Et ce qui est curieux, c'est que quand on change de paire de lunettes, eh ben, on vit pas les mêmes choses. Parce que par exemple, si tu pars battu, bah, tu as beaucoup moins de chances de réussir. Il suffit pas de partir gagnant pour gagner, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu y crois, tu as beaucoup plus de chances que ça fonctionne. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup Olivier pour ton intervention. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les formations que fait Olivier sur le site de la FNH. C'est hypnose au pluriel, hypnose avec un s.org. On va mettre le lien sous la vidéo, donc vous pourrez le retrouver. Il y a les formations, les dates des formations. Paris, Toulouse. Paris, Toulouse et donc dans les 6 endroits que je donnais tout à l'heure, sachant qu'il y a des formations pour les gens qui débutent, qui se font en 12 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle la première année, le premier niveau. Puis après, il y a des formations à thème, comme hypnose et douleur ici, ou hypnose en enfant, ou hypnose et sommeil, ou hypnose et boulimie, etc. Et donc, ces formations à thème, elles sont ouvertes aux gens qui sont déjà formés à l'hypnose, même dans d'autres écoles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième année. Tout ça sera, donc le site sera sous la vidéo, donc cliquez dessus. De la même façon, si vous avez des commentaires, des choses à partager par rapport à cette interview, bien n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Puis je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger gratuitement l'e-book Booster votre cerveau. L'e-book justement qui permet de mieux apprécier ses capacités cérébrales en cliquant juste sur le lien qui est apparu sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous, auprès des gens que ça pourrait intéresser. Si ça ne vous a pas plu, eh bien vous cliquez sur... Merci Olivier, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine. Bye bye. Merci David, merci à vous.